Voici la version complète du script, entièrement traduite en français de France, style narratif naturel, fluide, sans aucun titre ni intertitre. Alexandre Dumont était un homme qui avait tout, un patrimoine de plusieurs millions d'euros, un penthouse de luxe au cœur de Paris, des entreprises dans toute la France et le respect de tous dans le monde des affaires. C'était un homme froid, distant, qui ne se laissait jamais emporter par les émotions et qui considérait les sentiments comme une faiblesse impardonnable. Mais cet après-midi d'octobre, quand il rentra chez lui plus tôt que prévu et entendit sa femme de ménage pleurer au téléphone dans la cuisine, quelque chose changea pour toujours. Rosa, la femme qui nettoyait sa maison depuis 3 ans et qu'il avait toujours traitée comme faisant partie du mobilier, sanglotait avec un désespoir qui lui serra le cœur d'une façon qu'il ne croyait pas possible. Les mots qu'il entendit prononcer le laissèrent pétrifié sur le seuil de la porte. Rosa disait qu'elle avait besoin d'un appartement avant demain, que sinon les services sociaux lui enlèveraient sa fille pour toujours, qu'elle ne savait plus quoi faire. Alexandre ne comprit pas tout de suite ce que cela signifiait, mais quand il découvrit la vérité, quand il comprit ce dont Rosa avait réellement besoin, il prit une décision qui allait changer la vie de tous les deux d'une manière que ni l'un ni l'autre n'aurait jamais pu imaginer. Si tu es prêt pour cette histoire, écris dans les commentaires d'où tu regardes cette vidéo. Alexandre Dumont était né riche. Contrairement à beaucoup d'autres entrepreneurs qui aimaient raconter leurs histoires de pauvreté et de rédemption, il était le fils unique d'une des familles les plus fortunées de Paris, héritier d'un empire industriel qui s'étendait de la construction à l'immobilier en passant par la finance et le commerce international. Il avait fréquenté les meilleures écoles, les meilleures universités, les meilleurs cercles. Il n'avait jamais connu la faim, la peur de ne pas joindre les deux bouts, l'humiliation de devoir demander quelque chose à quelqu'un. C'était peut-être précisément pour cela qu'Alexandre était devenu l'homme qu'il était, froid, calculateur, incapable de ressentir de l'empathie pour ceux qui vivaient des situations différentes de la sienne. Il n'était pas méchant, pas au sens traditionnel du terme. Il ne maltraitait personne, n'insultait pas, n'humiliait pas. Il ne voyait simplement pas. Les gens autour de lui étaient des fonctions, pas des êtres humains. Son chauffeur était quelqu'un qui conduisait la voiture. Sa secrétaire était quelqu'un qui organisait les rendez-vous. Sa femme de ménage était quelqu'un qui nettoyait la maison. Il ne s'était jamais arrêté pour se demander s'il avait des familles, des problèmes, des rêves, des peurs. Cela ne l'intéressait pas. À 40 ans, Alexandre avait tout ce que l'argent pouvait acheter et rien de ce que l'argent ne pouvait pas acheter. Il s'était marié à 30 ans avec Valérie, une femme de sa propre classe sociale qui semblait parfaite sur le papier, belle, élégante, cultivée, raffinée. Le mariage n'avait duré que 4 ans, dissous non par des disputes ou des trahisons, mais par quelque chose de bien pire, l'indifférence. Valérie lui avait dit le jour où elle était partie que vivre avec lui, c'était comme vivre avec un fantôme, qu'il ne l'avait jamais fait se sentir aimé, qu'il ne lui avait jamais fait ressentir quoi que ce soit. Alexandre avait accueilli ces mots avec la même expression qu'il accueillait les rapports financiers. Il avait hoché la tête, signé les papiers du divorce et continué sa vie comme si rien ne s'était passé. Depuis lors, il vivait seul dans son penthouse du 16e arrondissement. Entouré de luxe et de silence, servi par une cohorte d'employés qui entraient et sortaient de sa vie sans laisser de traces. Parmi eux, il y avait Rosa. Rosa Oliveira était arrivée 3 ans plus tôt, embauchée par une agence de service à domicile avec les meilleures références. C'était une femme de 38 ans, originaire d'un petit village du Portugal, avec les cheveux bruns toujours attachés en queue de cheval, les mains abîmées par le travail et les yeux qui portaient le poids d'une vie qui n'avait pas été tendre avec elle. Alexandre ne savait rien d'elle, ne s'était jamais soucié de demander. Il savait seulement qu'elle nettoyait bien, qu'elle était ponctuelle, qu'elle ne posait pas de questions et ne créait pas de problèmes. C'était l'employée parfaite, ce qui signifiait qu'elle était pratiquement invisible. Rosa venait 3 fois par semaine, les mardis, jeudis et samedis, de 9 h du matin à 5 h de l'après-midi. Elle nettoyait chaque recoin de ce penthouse immense, lavait, repassait, cuisinait quand on le lui demandait, puis s'en allait sans faire de bruit. Alexandre était rarement à la maison quand elle travaillait, préférant être au bureau ou en voyage d'affaires. Dans les rares occasions où leurs horaires se chevauchaient, ils échangeaient à peine un salut formel. Rosa baissait le regard et continuait à travailler. Alexandre passait sans s'arrêter. Pendant 3 ans,
Ça avait fonctionné ainsi, dans une routine qui semblait destinée à ne jamais changer. Puis arriva cet après-midi d'octobre. Alexandre était rentré chez lui plus tôt que prévu ce jour-là. Une réunion avait été annulée au dernier moment et, au lieu de rester au bureau, il avait décidé de rentrer, chose qu'il ne faisait presque jamais. Il avait ouvert la porte d'entrée en silence, comme il le faisait toujours, avec cette discrétion qui était devenue sa seconde nature. C'est alors qu'il l'entendit. Rosa pleurait, pas des pleurs contenus, contrôlés, de ce qu'on peut cacher. C'étaient des pleurs désespérés, de ceux qui viennent du plus profond de l'âme, de ce qu'on ne peut pas retenir quand la douleur est trop grande. Ça venait de la cuisine et, avec les pleurs, Alexandre entendait la voix de Rosa qui parlait au téléphone. Il aurait dû se manifester, tousser, faire du bruit, n'importe quoi pour ne pas avoir l'air d'écouter aux portes. Mais quelque chose le maintint immobile, quelque chose qu'il ne savait pas identifier, une curiosité qu'il n'avait jamais ressentie auparavant pour la vie de quelqu'un d'autre. Il s'approcha silencieusement de la porte de la cuisine et écouta. Rosa parlait en français mais avec cet accent portugais qui trahissait ses origines. Sa voix était brisée par les sanglots, les mots par moments incompréhensibles à cause de l'émotion. Mais certaines phrases arrivèrent clairement aux oreilles d'Alexandre et ces phrases se plantèrent dans sa poitrine comme des lames. Rosa disait qu'elle avait besoin d'un appartement avant demain. Elle disait que sinon les services sociaux lui prendraient sa fille. Elle disait qu'elle avait tout essayé, qu'elle avait demandé à tout le monde, que personne ne pouvait l'aider. Elle disait que si elle perdait aussi Lucia, si on lui enlevait aussi elle n'aurait plus aucune raison de vivre. Alexandre resta pétrifié. Il ne comprenait pas ce que signifiait avoir besoin d'un appartement, pourquoi les services sociaux voulaient-ils lui enlever une enfant? Qui était Lucia? En 3 ans, il n'avait jamais su que Rosa avait une fille. En 3 ans, il ne lui avait jamais rien demandé sur sa vie. Rosa continua à parler et, lentement, les pièces du puzzle commencèrent à s'assembler. Elle parlait avec quelqu'un qui connaissait sa situation, peut-être une amie, peut-être un parent. Et, à travers cette conversation désespérée, Alexandre découvrit une histoire qui l'ébranla jusqu'aux fondations. Rosa avait une fille nommée Lucia, de 8 ans. Le père de l'enfant était mort quand Lucia n'avait que 2 ans, tué dans un accident du travail sur un chantier, un de ces chantiers où la sécurité n'était qu'un mot écrit sur un panneau que personne ne lisait. Depuis lors, Rosa avait élevé sa fille seule, travaillant comme femme de ménage dans différentes maisons pour rassembler assez d'argent pour survivre. Mais 6 mois plus tôt, quelque chose de terrible s'était produit. Lucia était tombée malade, une maladie rare qui nécessitait des traitements coûteux et prolongés. Rosa avait dû prendre du temps sur son travail pour être avec sa fille à l'hôpital. Elle avait perdu certains de ses emplois. Elle avait commencé à ne plus pouvoir payer le loyer du petit appartement où elle vivait. Les dettes s'étaient accumulées, les factures impayées s'étaient multipliées, et, finalement, l'expulsion était arrivée. Rosa et Lucia s'étaient retrouvées dans un centre d'hébergement d'urgence, un de ces endroits où les familles en difficulté pouvaient rester pour une période limitée. Mais le temps s'écoulait et Rosa n'avait pas trouvé d'appartement qu'elle pouvait se permettre. Les services sociaux lui avaient donné un ultimatum, si d'ici le surlendemain elle ne prouvait pas qu'elle avait un logement stable et adapté pour une enfant, Lucia serait confiée temporairement à une famille d'accueil. Cet appartement dont Rosa avait besoin n'était pas n'importe quoi. C'était le contrat de location d'un petit logement, la dernière condition qui manquait pour prouver aux services sociaux qu'elle avait une maison où emmener sa fille. Mais aucun propriétaire ne voulait louer à une femme seule, sans emploi fixe et avec un historique d'expulsion. Elle avait appelé des dizaines de personnes, répondu à des dizaines d'annonces, supplié, imploré, offert de payer des mois d'avance qu'elle n'avait pas. Rien, toutes les portes s'étaient fermées devant elle. Et maintenant, elle était là, dans cette cuisine luxueuse d'un penthouse qui valait des millions, pleurant de terreur à l'idée de perdre la seule chose qui comptait dans sa vie, sa fille. Alexandre resta figé derrière cette porte pendant plusieurs minutes, écoutant Rosa qui continuait à pleurer, qui continuait à chercher des solutions qui n'existaient pas, qui continuait à lutter contre un mur d'indifférence que le monde avait construit autour d'elle. Quelque chose se passait à l'intérieur de lui, quelque chose qu'il ne savait pas expliquer. C'était comme si une glace qu'il portait en lui depuis 40 ans commençait à fondre, goutte à goutte, révélant quelque chose qu'il croyait ne pas posséder, un cœur. Il se retrouva à penser à sa mère, décédée quand il avait 20 ans,
la seule personne qu'il avait jamais aimée sans arrière-pensée. Il se retrouva à penser à quel point elle serait déçue en voyant l'homme qu'il était devenu, froid et distant comme son père, incapable de se connecter avec un autre être humain. Il se retrouva à penser à toutes les fois où il était passé à côté de Rosa sans la voir, à toutes les fois où il l'avait traitée comme un meuble, à toutes les fois où il ne s'était pas arrêté pour lui demander comment elle allait. 3 ans. Pendant 3 ans, cette femme était venue dans sa maison en portant le poids d'une vie impossible. Et il n'avait jamais rien remarqué. Il n'avait jamais vu les cernes de fatigue, les mains gercées par trop de travail, le regard de quelqu'un qui porte une douleur trop grande pour être partagée. Il avait été tellement concentré sur lui-même, sur ses affaires, sur son succès vide qu'il n'avait pas vu un être humain qui souffrait à quelques mètres d'eux. Lui, Alexandre prit une décision à ce moment-là, une décision qui le surprit plus qu'elle n'aurait surpris n'importe qui d'autre. Il ne savait pas encore ce qu'il ferait exactement. Il n'avait pas de plan. Il n'avait pas pensé aux conséquences. Il savait seulement qu'il ne pouvait pas rester là sans bouger pendant que cette femme perdait sa fille. Il ne pouvait plus être cet homme maintenant. Il fit du bruit en ouvrant et fermant la porte d'entrée comme s'il venait d'arriver. Il entendit Rosa qui se dépêchait de se recomposer, qui essuyait ses larmes, qui essayait de redevenir l'employée invisible qu'elle avait toujours été. Quand il entra dans la cuisine, elle était déjà debout devant l'évier, dos à lui, faisant semblant de laver quelque chose. Rosa, l'appela-t-il. Rosa se retourna et, malgré ses efforts, les signes des pleurs étaient évidents, les yeux rouges, les joues mouillées, les lèvres qui tremblaient. Pendant un instant, leurs regards se croisèrent et, pour la première fois en 3 ans, Alexandre vit vraiment cette femme. Il ne vit pas une fonction. Il ne vit pas une employée. Il ne vit pas quelqu'un qui nettoyait sa maison. Il vit une mère désespérée. Il vit une femme qui luttait de toutes ses forces contre un système qui voulait l'écraser. Il vit un être humain qui méritait d'être vu. « Asseyez-vous, lui dit-il. Rosa le regarda avec confusion, ne comprenant pas ce qui se passait. « Tu aimes cette histoire. Laisse un petit like et abonne-toi à la chaîne. Maintenant, reprenons. » Il répéta, d'une voix plus douce que celle qu'il avait jamais utilisée avec elle, qu'elle devait s'asseoir, qu'ils avaient besoin de parler. Rosa s'assit à la table de la cuisine, les mains tremblantes et le cœur battant si fort qu'il lui faisait mal. Elle était certaine d'avoir été surprise en train de pleurer, certaine que M. Dumont allait la réprimander pour avoir apporté ses problèmes personnels au travail, peut-être même la licencier. Et s'il la licenciait, elle perdrait le seul emploi qui lui restait, le seul fil qui la rattachait à une apparence de normalité. Mais ce qu'Alexandre lui dit la laissa sans voix. Il lui dit qu'il avait entendu sa conversation téléphonique. Il lui dit qu'il savait pour Lucia, pour les services sociaux, pour le besoin désespéré de trouver un appartement. Il lui dit qu'il n'aurait pas dû écouter, qu'il s'excusait pour cela, mais qu'il n'arrivait pas à regretter de l'avoir fait parce que maintenant il savait, et savoir signifiait pouvoir faire quelque chose. Rosa le regardait sans comprendre, avec les yeux encore brillants de larmes et une expression de totale incrédulité sur le visage. En 3 ans, M. Dumont ne lui avait jamais adressé plus de 10 mots d'affilée. En 3 ans, il ne l'avait jamais regardée dans les yeux plus d'une seconde. Et maintenant il était assis en face d'elle, lui parlant comme si elle était une personne et non une ombre. Alexandre lui dit qu'il avait une proposition. Il lui dit que dans son immeuble, il y avait un petit appartement au rez-de-chaussée, celui qui avait été autrefois le logement du gardien et qui était vide depuis des années. Ce n'était pas grand, juste 2 pièces plus une salle de bain et une kitchenette. Mais c'était habitable, c'était meublé et il avait une entrée séparée. Il lui dit qu'elle pouvait s'y installer avec sa fille sans payer de loyer, en échange du travail qu'elle faisait déjà. Rosa resta silencieuse pendant ce qui sembla un temps infini. Elle n'arrivait pas à traiter ce qu'elle avait entendu. Elle n'arrivait pas à croire que c'était vrai. Cet homme qu'il avait ignoré pendant 3 ans lui offrait une maison, une solution à tous ses problèmes, une possibilité de garder sa fille avec elle. Elle chercha les mots pour remercier, mais Alexandre l'arrêta. Il lui dit qu'il ne voulait pas de remerciements, qu'il ne faisait pas cela par générosité, mais pour quelque chose de beaucoup plus égoïste. Il le faisait pour lui-même, pour devenir le genre de personne que sa mère aurait voulu qu'il soit, pour cesser d'être un fantôme qui traversait la vie sans toucher personne. Rosa recommença à pleurer, mais cette fois c'étaient des larmes différentes, des larmes de soulagement, de gratitude, d'un espoir qu'elle croyait avoir perdu pour toujours.
Elle se leva de sa chaise et fit quelque chose qu'elle n'aurait jamais osé faire en circonstances normales. Elle serra Alexandre dans ses bras, fort, avec toute la reconnaissance qu'elle n'arrivait pas à exprimer avec des mots. Alexandre resta rigide un instant, pas habitué au contact physique, pas habitué à l'affection. Mais puis quelque chose céda en lui et il se retrouva à rendre cette étreinte, à tenir cette femme qui pleurait sur son épaule, à sentir pour la première fois depuis des années qu'il faisait quelque chose qui comptait vraiment. Le lendemain, Alexandre accompagna Rosa à la réunion avec les services sociaux. Il se présenta comme son employeur, montra les documents attestant qu'elle et sa fille auraient un logement stable et sûr, garantit personnellement qu'elle n'aurait pas de problème financier. L'assistante sociale le regarda avec un mélange de surprise et de méfiance, pas habituée à voir des hommes en costume à 3000 € s'intéresser au sort d'une femme de ménage. Les papiers étaient en règle. La situation était résolue. Lucia put rester avec sa mère. Les semaines qui suivirent furent les plus étranges de la vie d'Alexandre. Pour la première fois en 40 ans, son penthouse n'était plus silencieux. Il y avait les pas de Rosa qui se déplaçaient dans la maison, le bruit des casseroles dans la cuisine, mais surtout il y avait la voix de Lucia, cette petite fille de 8 ans qui avait rempli ces espaces vides avec une vitalité qu'Alexandre ne croyait pas possible. Lucia était une enfant extraordinaire. Malgré tout ce qu'elle avait traversé, la maladie, la pauvreté, le risque d'être séparée de sa mère, elle avait une joie contagieuse et une curiosité insatiable. Elle n'avait pas peur d'Alexandre comme Rosa l'avait craint au début. Au contraire, elle semblait fascinée par cet homme sérieux et silencieux qui vivait dans cette maison énorme. Elle lui posait des questions sans arrêt, voulait tout savoir de lui, le suivait dans les pièces comme un petit détective qui essayait de résoudre le mystère de l'homme de glace. Alexandre ne savait pas comment se comporter avec les enfants. Il n'en avait jamais fréquenté, n'en avait jamais voulu, ne pensait pas être capable d'interagir avec eux. Mais Lucia ne lui laissait pas le choix. Elle l'impliquait dans ses jeux, lui montrait ses dessins, lui racontait des histoires inventées de princesses et de dragons qui le laissaient perplexe mais étrangement amusé. Et petit à petit, sans qu'il s'en rende compte, cette petite fille commença à faire fondre la glace qu'il avait autour du cœur. La première fois que Lucia l'appela « Tonton Alex », Alexandre ressentit quelque chose qu'il n'avait pas ressenti depuis des décennies, les larmes qui lui montaient aux yeux. Il ne pleura pas, il était trop peu habitué aux émotions pour cela, mais il sentit une boule dans la gorge et une chaleur dans la poitrine qui l'effrayèrent et l'émerveillèrent en même temps. La relation avec Rosa changea aussi profondément. Elle n'était plus l'employée invisible. Elle était devenue quelque chose de différent, quelque chose qu'Alexandre ne savait pas encore définir. Il parlait maintenant. Rosa lui raconta sa vie, son village d'origine au Portugal, le mari qu'elle avait perdu, les difficultés qu'elle avait affrontées. Alexandre écoutait. Pour la première fois de sa vie, il écoutait vraiment quelqu'un, découvrant un monde qui avait toujours existé à côté du sien, mais qu'il n'avait jamais vu. Rosa était une femme extraordinaire. Alexandre le comprit pendant ces mois, pas seulement pour sa force, pour sa détermination, pour la façon dont elle avait lutté pour sa fille contre tout et tous. Elle était extraordinaire pour sa gentillesse, pour sa capacité à voir le beau dans les petites choses, pour la façon dont elle arrivait à sourire malgré tout ce qu'elle avait traversé. Elle était tout ce qu'il n'était pas et c'est précisément pour cela qu'elle le fascinait. Un jour, alors qu'il regardait Rosa et Lucia jouer sur la terrasse du penthouse, Alexandre réalisa quelque chose qui le frappa comme la foudre, il était heureux. Pour la première fois de sa vie adulte, il était vraiment heureux. Pas du bonheur vide que le succès et l'argent lui avaient toujours donné, mais de quelque chose de plus profond, de plus réel, de plus significatif. C'était le bonheur d'avoir quelqu'un pour qui rentrer à la maison, quelqu'un qui s'illuminait quand il entrait dans la pièce, quelqu'un qui lui faisait sentir que son existence avait un sens au-delà des chiffres et des affaires. Un an s'était écoulé depuis cet après-midi d'octobre où Alexandre avait entendu Rosa pleurer dans la cuisine. Un an qui avait complètement transformé sa vie d'une manière qu'il n'aurait jamais pu prévoir. Le penthouse du 16e arrondissement n'était plus une maison vide habitée par un fantôme. Il était devenu un foyer, un endroit où l'on entendait des rires et des bavardages, où le parfum de la cuisine de Rosa remplissait les pièces, où les dessins de Lucia étaient accrochés partout comme des œuvres d'art plus précieuses que n'importe quel tableau signé. Alexandre avait changé sa façon de travailler. Il ne passait plus 18 heures par jour au bureau, ne voyageait plus pour affaires chaque semaine,
ne mettait plus le travail en premier, toujours et en toutes circonstances. Il avait délégué beaucoup à ses collaborateurs. Il s'était réservé du temps pour les choses qui comptaient vraiment. Et les choses qui comptaient vraiment, il le savait maintenant, n'étaient pas les bilans ou les contrats. Lucien avait guéri de sa maladie. Les meilleurs médecins, les meilleurs traitements, tout payé par Alexandre qui n'avait jamais pensé que son argent pouvait servir à quelque chose d'aussi important. La petite fille était redevenue une enfant pleine d'énergie et de rêves. Et elle avait commencé à appeler Alexandre non plus « tonton Alex », mais quelque chose de différent, quelque chose qu'il ne lui avait jamais demandé mais qu'elle avait commencé à dire spontanément « papa ». La première fois que Lucien l'avait appelé « papa », Alexandre avait dû s'excuser et aller dans une autre pièce parce qu'il ne voulait pas qu'on le voie pleurer. Mais c'étaient des larmes de joie, les premières larmes qu'il versait depuis la mort de sa mère, les premières larmes qui lui rappelaient qu'il était encore capable de ressentir des émotions. Rosa était devenue bien plus qu'une employée, bien plus qu'une amie. Elle était devenue la femme qu'Alexandre aimait, même s'il lui avait fallu des mois pour se l'avouer à lui-même et encore plus pour trouver le courage de le lui dire. Rosa avait d'abord eu peur, terrifiée à l'idée que leur relation puisse paraître intéressée, que quelqu'un puisse penser qu'elle était avec lui pour son argent. Mais Alexandre lui avait fait comprendre que ce que pensaient les autres lui était égal, que pour la première fois de sa vie, seul ce qu'il ressentait lui importait. Et ce qu'il ressentait était un amour qu'il ne croyait pas possible. Il s'était marié au printemps, lors d'une cérémonie intime sur la terrasse du penthouse, avec Lucia qui portait les alliances et qui n'arrêtait pas de sauter de joie. Il n'y avait pas des centaines d'invités. Il n'y avait pas le luxe effréné qu'on aurait attendu d'un homme comme Alexandre. Il n'y avait que les personnes qui comptaient, la famille de Rosa venue du Portugal, quelques vrais amis qu'Alexandre avait découverts, et surtout eux trois, la famille improbable que le destin avait créée à partir d'un appel désespéré et d'un homme qui avait enfin décidé d'ouvrir les yeux. Des mois plus tard, assis sur le canapé du salon tandis que Lucia dormait dans sa chambre, Rosa demanda à Alexandre s'il avait déjà pensé à ce qui se serait passé s'il n'était pas rentré plus tôt ce jour-là, s'il n'avait pas entendu l'appel, s'il n'avait pas décidé de l'aider. Alexandre y réfléchit longtemps avant de répondre. Il dit qu'il serait probablement encore l'homme qu'il était avant, un fantôme qui traversait la vie sans la vivre, un homme avec tout l'argent du monde et rien qui vaille la peine d'être acheté. Il dit que Rosa et Lucia l'avaient sauvé plus qu'il ne les avait sauvés et qu'elle lui avait donné une raison d'exister, qu'elle lui avait appris ce que signifiait aimer et être aimé. Rosa lui prit la main et posa la tête sur son épaule. Ils restèrent ainsi en silence, regardant le feu dans la cheminée, écoutant les bruits de la nuit, sentant la présence de l'autre d'une manière qu'il n'avait jamais ressentie avec personne d'autre. Alexandre pensa à sa mère, à combien elle serait fière de le voir ainsi, à combien Rosa lui aurait plu, à combien elle aurait adoré Lucia. Il pensa que peut-être c'était elle qui avait tout orchestré de là-haut, qui l'avait fait rentrer plus tôt ce jour-là, qui lui avait fait entendre cet appel, qui avait mis sur son chemin les personnes qui allaient changer sa vie. Il n'était pas un homme religieux. Il ne croyait pas au miracle ou au destin. Mais ce soir-là, avec Rosa à ses côtés et Lucia qui dormait en sécurité dans sa chambre, Alexandre Dumont croyait en quelque chose. Il croyait en l'amour, au pouvoir des secondes chances, à la capacité des êtres humains de changer et de trouver le bonheur même quand tout semblait perdu. Et il savait que c'était la seule richesse qui comptait vraiment. Cette histoire nous rappelle que les personnes les plus proches de nous sont souvent celles que nous voyons le moins, trop absorbées par nos vies pour remarquer leur lutte silencieuse. Elle nous rappelle que parfois les opportunités de changer, de faire la différence, de devenir de meilleures personnes arrivent dans les moments les plus inattendus et que c'est à nous de les reconnaître et de les saisir. Et elle nous rappelle surtout que, peu importe combien d'argent nous avons, combien de maisons nous possédons, combien de succès nous avons atteints, la seule chose qui donne un sens à la vie, ce sont les liens que nous créons avec les autres, l'amour que nous donnons et que nous recevons, la famille que nous choisissons de construire. Si cette histoire t'a touché le cœur, si elle t'a fait réfléchir, si elle t'a rappelé de regarder avec des yeux nouveaux les personnes autour de toi, alors laisse-le savoir aussi à ceux qui viendront après toi. Un petit geste, un moment de ton temps peut permettre à cette histoire d'atteindre quelqu'un qui en a besoin. Merci d'être resté avec moi jusqu'à la fin.